Quelles sont les choses les plus dégueulasses que vous ayez jamais vues ou mangées? Dans cet épisode un peu houblonné à n'importe quoi, je compte explorer un peu les substances un peu étranges que l'être humain a ingérées. Et je fais ça en recevant avec moi John Vaillancourt. Du gong show. Oui, John. Du gong. Voilà, vous l'aurez sans doute découvert avec le fameux Gong Show. John, comment ça va? Ça va bien et toi, mon cher Pub? C'est effectivement mon nom d'artiste. Mon nom C'est pas non plus une contraction de Pornhub. Non plus. Ok, Ce c'est podcast n'est pas sponsorisé par un de ces sites Internet. Ben oui, toujours. J'ai une grande question pour toi aujourd'hui. Toi, là, on sent ton visage devenir très sérieux. Tellement. Dis-moi, c'est quoi la chose la plus bizarre que tu as jamais mangée et ou bu? Ah, c'est ça, c'est tout de suite, hein? C'est tout de suite. OK, ben c'est parce que ça prend du On rentre dans le contexte. vif du sujet. Vif, parlant de vif. Mais tu peux me donner autant de contexte que tu veux. C'est ça, ben, si je vais essayer de tout me rappeler, c'est il y a quelques années quand même. J'étais dans un groupe, j'ai fait du théâtre musical pendant un bon bout de temps. OK. Opéra, opérette, comédie musicale, etc. Jamais vraiment professionnellement, mettons semi-professionnellement. Puis j'étais dans un groupe qui s'appelait le Montreal West Operatic Society, qui est un groupe d'anglophones qui faisait que des opéras de Gilbert and Sullivan, qui sont deux anglophones, qui ont un paquet, les Pirates de Penzance, en tout cas, qui sont très connus dans le milieu anglophone. Mais cette année-là, ils faisaient l'opérette Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach. Puis j'ai joué le rôle de c'est méchant, beaucoup de contexte. Hein, ça va durer 4 heures. De Jacques Offenbach, je faisais Mercure là-dedans. Et bon, après, ça a super bien été, c'était super le fun. Après, mais tu sais, il y a toujours un party, mettons, après la production. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on perd le contrôle. Ouais. C'est là qu'on expérimente. Et moi, c'était genre chez quelqu'un qui restait comme dans le West Island, évidemment. Quand je dis West Island, c'est l'ouest de Montréal. Ouais. Puis là, quand tout le monde boit, puis mange du barbecue, puis à un moment donné, ça a l'air que c'est une tradition comme le monsieur qui reste là, qui est une personne, c'est quand même beaucoup de personnes assez âgées, il sort son alcool, je peux pas dire c'est de l'alcool de quoi, mais c'est une bouteille, puis dedans, il y a genre un cobra, un scorpion. Okay. Je me rappelle pas c'est quoi l'autre affaire. Genre, une autre affaire full dangereuse. La Sainte Trinité des Cobras. Clairement, genre, là, c'est la Sainte Trinité reptilienne. Je sais pas, là. Wow! Un mini croco. Puis, j'y ai goûté. C'était genre, ça goûtait juste l'alcool très fort. Une espèce de genre, probablement comme du brandy ou quelque chose. Mais c'est bizarre du fait qu'il y avait 3 animaux dangereux dedans. Et non pas un, c'était comme... Pas juste un verre comme peu importe à quel point c'est bizarre, c'était 3 fois plus bizarre que normalement. C'est ça. C'est comme du triple sec, mais c'était du triple weird. Est-ce que ça goûtait juste de l'alcool très fort ou tu détectais genre l'alcool. une espèce de flaveur de reptilien? Poison. Une petite odeur de venin, là, un arrière-goût. Non, ben finalement, ça goûtait vraiment normal. Ben, c'était fort. C'était comme si je buvais, mettons, du 40 proof. Là. Ouais. De quoi qui est vraiment fait pour réchauffer un moteur d'avion. Là. Mais tu sais, probablement qu'il y avait comme des particules de reptiles dedans et d'arthropodes par le scorpion. Tu gagnes 2 points pour avoir dit le mot arthropode. Yeah, ça va être de même. Mais sérieusement, on mettait vraiment toutes sortes de choses dans nos alcools dans le passé. Moi, j'ai visité dans le coin de Teotihuacan, au Mexique, une place qui fait du mezcal puis du pulque. Ça, c'est 2 boissons différentes, mais à base de cactus. Au Mexique, on fait bien des alcools traditionnels à base de cactus, y compris des cactus qui, en réalité, sont hallucinogènes. Et puis là-bas, il y a coutume de faire des bouteilles de tequila avec dedans soit une espèce de gros ver de terre énorme, soit un mini serpent. Fait que toi, si je t'apporte un alcool vraiment bizarre, puis je te dis pas c'est quoi, puis je te dis que ça vient d'une place, c'est fait sans permis, puis je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu vas le boire, là, parce que tu es intrigué. Je vais le boire à condition que ça ne contienne pas de poisson, parce que je suis allergique aux poissons. C'est de l'alcool de poisson. Mais si tu enlèves un S, ça devient-tu correct? Ou c'est pire? Non, ça va. Ça va, OK. Fait que si c'est du poison, c'est correct. 2 fois plus. Ouais, parce que ça, c'est à quel point tu es curieux. Oui, poison. La tête de mort avec les deux os. Écoute, j'ai étudié là, récemment l'histoire de la prohibition aux États-Unis, puis ce que je trouvais le plus fascinant, c'était pas tant la prohibition que l'espèce de climat pseudo-scientifique
de xénophobie extrême / d'eugénie en début du 19e siècle aux États-Unis. Puis à un moment donné, je suis tombé dans un trou de lapin, mon gars. Ça a beaucoup changé. Oui, beaucoup. Pas tant que ça. Maintenant, c'est les mêmes choses, mais c'est des mots différents. Les maudits quoi? C'est des maudites différences. C'est des différences qui sont plus maudites. Différents. Voilà. Puis c'est ça ce que j'ai trouvé qui était vraiment fascinant, c'est à quel point les États-Unis au 19e siècle consommaient toutes sortes de choses complètement pétées, hallucinogènes. Puis franchement, aujourd'hui, si c'était dans une pharmacie, on brûlerait la pharmacie à grands coups d'indignation. Un petit exemple, peut-être, c'est qu'on vendait toutes sortes d'élixirs par des pharmaciens. Les pharmaciens étaient autorisés à faire autant de poison qu'ils pouvaient. En fait, tu pouvais légalement acheter du poison. C'est juste que le poison, il fallait qu'il soit fourni par le pharmacien. Puis le pharmacien, il pouvait te vendre des trucs absolument sidérants, comme des élixirs de longue vie, dans lequel il y avait un mélange d'héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine, de tout ce qui finit par in, de tout ce qui pourrait te mettre la mine par terre, de tout ce qui pourrait te péter la mine, parce que toutes ces drogues-là qui aujourd'hui sont légales, c'était légal aux États-Unis. Puis même quand on a commencé à les interdire, c'était la belle époque. Tu pouvais tout faire dans une pharmacie. Tu rentrais là-bas, puis le docteur te disait bonjour, qu'est-ce que tu voulais? Ah, n'en dis pas plus, ton reniflement me dit que tu as besoin de cocaïne. Un petit peu de crack, mon cher monsieur Jean Coutu. Vous pouvez trouver vraiment de tout. Même un ami sous forme de bouteille. Oui, c'est ça. Ce qui est une des raisons pour laquelle la prohibition est arrivée, justement. Une des choses qui était très étrange, c'est la création de la cocaïne, justement. Quand on découvre la cocaïne, on commence à vendre ça comme étant un remède pour guérir la dépendance à la morphine. À la morphine, ah non. Puis après ça, on a sorti l'héroïne. Puis l'héroïne faisait la même chose. Quand les gens ont découvert la cocaïne puis l'héroïne, le concept, c'était vraiment « Hey, essaye ça, ça va t'aider à arrêter de prendre de la morphine. » Ben oui. C'est logique, c'est une logique implacable. C'est vrai, ça c'est merveilleux. Ça devait aider à arrêter de prendre de l'opium. Juste la cocaïne maintenant, oublie la morphine. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que tu sais, le poison, techniquement, ça n'existe pas. C'est la dose qui fait le poison. Hein? Alors, les pharmaciens, fin de siècle, aux États-Unis, premièrement, la profession nouvelle, donc on commence à établir des normes et tout, mais ils ont légalement le droit de donner toutes sortes de poisons. Et puis, c'est juste si c'est pas eux qui le donnent, qui fait que, dans le fond, c'est un poison puis que c'est légal puis que c'est tout contrôlé, ce qui est très, très, très bizarre. Okay. Fait que tu te retrouves... Ça ressemble un petit peu à Amsterdam. Je sais qu'on ne peut pas entrer dans la politique, mais à Amsterdam, tu sais, c'est comme... Oui. Ça fait longtemps que je suis allé, mais il faut vraiment comme... tu peux avoir de la drogue totalement légalement, mais juste à une place dans les cafés. Puis, oui. Ben, c'est quand même contrôlé, mais en même temps, tu peux te péter un solide... Tu peux, si tu achètes de la drogue sur la rue, c'est illégal. En tout cas... Je me souviens. C'est sûr que c'est bien toléré. Mais toi, t'es-tu allé à Amsterdam? Tu t'es-tu peinté la face? Ou pété ou peinté? Oui. Voilà. Ben, allô, maman. John se révèle. Je pense qu'on va écouter. Ma blonde va écouter ça avec nos enfants. Un podcast sur les breuvages. Oui, on parle de vitamines, chérie. Oui, je suis allé à Amsterdam, mais moi, Amsterdam, il y a tellement d'autres choses qui sont le fun à Amsterdam, comme la prostitution. Ben oui. C'est pas ça, je veux dire. Ah, fuck, je me calme. And another thing. Veux-tu une autre pelle pour t'aider? Non, je veux une autre bière. Ben écoute, je vais te ramener sur le show en te fournissant une opportunité de... Mais en tout cas, oui, j'ai pris de la drogue à Amsterdam, mais juste du weed. Puis Amsterdam, c'est tellement beau. Je veux dire, le musée Van Gogh, le musée Rembrandt, etc. Tout le monde en bicyclette, les frites, la maillot. Puis, c'est un univers qui se prête bien à la consommation de Marie-Jeanne, si je comprends bien. Ben, c'est la place idéale pour les gens qui ont des munchies. Là. Il y a comme de la bouffe dans les murs. Tu mets de l'argent, puis tu ouvres une petite porte, puis il y a comme une croquette de veau. Ça devrait être ça, la nouvelle publicité pour aller à Amsterdam. Il y a comme des snacks sur les murs. Des murs de nourriture. Voilà, donc tout le monde... Je suis plus addict à la bouffe qu'au weed. Là. Ben, c'est ça, mais les deux s'entremêlent beaucoup. Hein. Faut croire. Parlons-en du weed. Le cannabis. Si tu regardes la plante au complet du cannabis, tu réalises que, mon Dieu, que c'est cool, cette plante-là. Pas juste parce que tu peux te geler la face bien raide puis rire à n'en plus finir,
Mais médicalement, on l'a vu. Ou avoir une crise de panique. Comme Ah, ça il y a ça aussi. Yay, ça, les enfants. c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne touche pas à ça. Mhm. Mais la plante elle-même, tu peux faire tout avec ça. C'est pas juste des tripes que ça t'offre. Tu peux utiliser le tissu végétal pour faire du papier, pour faire des La vêtements, Constitution américaine. pour faire la Constitution américaine. La Constitution américaine a été écrite sur du chanvre, qui est le nom vraiment du matériel qui nous donne en fait le weed, donc la plante elle-même. Puis ce qui est intéressant, c'est que une bonne partie de l'économie américaine à l'époque, hein, quand c'était 13 colonies, c'était la culture de chanvre. On voyait des champs de chanvre. Des champs de chanvre? Des champs de chanvre. Des chanvres-champs, des champs... Est-ce qu'on a épuisé Les champs de chanvre. On fait une toune? Le champ de chanvre. Le chanvre de mon pays, c'est un chanvre de... Je sais pas si... Y a-t-il un copyright Est-ce que les là-dessus? gens savent qui est Gilles Vigneault encore? Ouais, pas sûr. Et est-ce que c'était vraiment Gilles Vigneault que tu essayais de... C'était lui? Non, j'aurais fait... Le chanvre de mon pays! J'aurais... Non, mais je le respecte beaucoup. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on n'est pas complètement dans le champ quand on va faire un chant là-dessus. C'était correct. C'était correct. C'était au moins spontané. Donc, les États-Unis font pousser du chanvre en masse. Étonnamment, on ne consomme pas trop de cannabis, peut-être parce que les gens ayant passé toute leur journée dans le champ en avaient plein leur champ. Et en même temps, c'est comme vraiment, vraiment important. Un bon champ de vision. Ils voulaient un bon champ de vision. Puis le champ de vision, c'est super important quand tu es dans la mer. Et dans la mer. Puis là, c'est une mer de chanvre, mais ce que je veux dire avec ça, outre les jeux de mots avec toi, tabarouette que c'est difficile de continuer, c'est vraiment... C'est l'étoile de bateau. Je devrais peut-être arrêter de boire. C'est pour faire des ça tubes. m'ouvre la Ben, parlons-en de je vais t'ouvrir la voie en me parlant un peu de la bière que tu je la consommes. Là. montre à la caméra. Ben oui, on va parler un peu de nos survivants. Là. Mais je veux pas t'empêcher de continuer à parler de chanvre, parce que moi, je trouve ça fascinant. Là. Ah c'est ouais? genre comme je me rappelle pas si c'est les cultivateurs de coton qui ont voulu faire rendre illégal la culture. En tout cas, il y a eu une grosse compétition, c'est pour ça que Entre le chanvre pot et le coton? Je me rappelle pas. Mais il y a une industrie qui a voulu comme complètement éliminer le chanvre, qui a voulu rendre la plante illégale à cause de ses effets, sous prétexte qu'il y avait du THC, mais ça, en même temps, il y avait tellement de propriétés, puis l'autre industrie qui doit être le coton. Ben, il y a une des grandes... La raison principale pour laquelle on a arrêté de faire la culture du chanvre en grande quantité aux États-Unis, c'était pas... des raisons médicales, c'est-à-dire c'était pas le sentiment contre la drogue, c'était le déclin de l'industrie du bois. En fait, c'était l'adoption du charbon dans les marines. J'explique. Le chanvre, ça avait une grande utilité. C'est juste un complotiste, dans le fond. Oui, absolument. Okay, ben, je veux dire, on a un mandat de perquisition de la police là, qui s'en vient t'arrêter pour avoir fait des commentaires douteux sur les origines. Le 6 janvier, j'étais... Ah oui, t'étais l'instigateur dans les ténèbres. J'ai vu des choses, voilà. Faut pas voir. I have seen things you wouldn't even believe. Fait que le chanvre, c'était surtout utilisé pour les voiles de bateaux. Mais quand, en fin de siècle, parce que tout se passe en fin de siècle... Il n'y avait plus besoin de voiles. Ben non! À cause des bateaux charbon. Là, c'est parce qu'on avait dévoilé le bâton de charbon. Le bateau à vapeur. Le bateau à vape. Ouais. Tu sais, le vaping, là. À vape. Là, voilà. Le vaping. T'avais tout le monde dans la chambre à charbon qui était comme, avance. Et voilà. Avance. Puis en fait, c'est eux qui prenaient le chanvre à partir de là. Hein? C'est là qu'il y a eu un changement de paradigme. Donc, bref. Est-ce que les gens... Excuse-moi. On n'ira pas loin, désolé. Est-ce que les gens se faisaient des robes de chanvre? Des robes de chanvre. Tabarouette. Si tu peintais ça dans le nez, je te dis que ça allait direct dans la tête. Ils fumaient leur peignoir. Fumer son peignoir. Est-ce que c'est ça le titre de notre épisode? Moi, je trouve ça très beau. Fumer son peignoir avec John Vaillancourt. Ah, c'est ça, là, tu trouves des titres d'épisodes? Oui, on dirait qu'on est dans Véronique et les Fantastiques. Non, mais je les planifie jamais à l'avance parce que je sais jamais ça va être quoi la conversation. Ça m'est souvent arrivé de commencer à quelque part puis de finir sur un autre pan de la conscience humaine. Probablement à cause de l'alcool. Mais là, tu ne bois plus. Fait que... ben, pour l'instant, non. Je bois, mais cette bière-là est à 0,5 d'alcool. Non, seulement je fais une expérience sociale. Oui, effectivement. Mais va falloir négocier ça avec ma vessie parce qu'elle me communique son manque d'intérêt total pour aller aux toilettes pendant 8 fois dans un espace de 1 heure.
Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est ça. Donc, grand amateur de chanvre. Maintenant que Attends tu faisais... d'avoir 48 ans. Poursuivons. Je ne suis pas pressé. Non, c'est beau. Donc, on a eu le chanvre aux États-Unis qui a permis d'écrire la Constitution américaine, qui nous donnait du vêtement, de la voile, pas pour faire de la voile, mais pour faire de la guerre à grands coups de mer. Hein, c'était bien expliqué. Wow. Donc, c'est ça. Donc, c'était le matériau d'usage de la Grande Mère. Et puis, on n'a parlé vraiment de cannabis, mais en même temps, pas tant. Ce qui est intéressant avec le cannabis, c'est que les Grecs connaissaient ça. On a des grands monsieur de la littérature qui ont tout documenté, qui étaient un peu les encyclopédistes de l'époque, comme Pline l'Ancien. Puis oui, il y avait Pline le Jeune. Puis il était plus jeune que Pline l'Ancien. Pline le récent. Pline le récent. Ça, c'est celui qui a eu la dernière mise à jour. Aujourd'hui, il doit y avoir un logiciel de Pline 2.0, encore plus interactif que jamais. Fait que c'est ça, Pline, lui, puis ses chums, il parlait du cannabis. En fait, il parlait pas du cannabis, il parlait plutôt de l'opium. On faisait pousser de l'opium dans les jardins romains à tel point, c'était tellement commun qu'on ne se borderait pas vraiment d'en faire... On faisait pousser du pavot, mettons. Oui, c'est ça, l'opium à pavot, c'est l'opium qui fait un peu... Je sais pas, est-ce que quand tu fais pousser du pavot, est-ce qu'il y a une différence entre faire pousser du pavot pour mettre sur des bagels? Yes! Si je le fais cracher, c'est un moment, un beau moment. Si j'asperge mon portable du contenu de ma bière par le nez, c'est ta faute. C'est de ma faute, mais ça va être tellement le plus beau moment. C'est sûr que ça va être mémorable. Du monde. Je vais m'en souvenir jusque dans les narines. C'est un défi. Challenge accepted! Oui, mais pas pour moi. Okay, non, je n'ai pas donné mon consentement. Je vais te le payer. J'ai un show à soir, je fais 100$. Ah oui, c'est super ça. 100$ de l'achat. 100$. Imagine qu'est-ce que tu peux faire avec ça en 2002. Pas en 2023. Est-ce que tu peux faire ça dans la Grèce antique? Avec ça, je me tape, je t'écoute. Mon oncle Pub. Alors, mon oncle Pub raconte l'opium dans l'Antiquité. Non, mais c'est ça, là, tu me repars. Je voulais savoir, y a-t-il une différence entre le pavot que tu mets sur un bagel puis le pavot qui est l'opium? Ben, ça part tout de la même plante. Je peux te certifier qu'une graine de pavot... une graine d'opium à pavot, c'est un peu hallucinant. Là. Tu vas triper avec ça. Fait que ta graine de pavot, c'est pas la même chose. Mais il y a différents types d'opium. C'est pas toutes les opiums, c'est pas toutes les plantes d'opium qui vont donner des effets un peu psychédéliques. Faut choisir ton opium, là. C'est l'opium régulier. Super samplon. Ah ouais. Puis, avec beaucoup de... Il y a l'Express aussi, là. Il y a celui qui est... Beaucoup d'éthanol. Voilà. Il y a celui qui est plus cheap, là, qui a été édulcoré. Mais les Romains connaissaient si bien l'opium que ça valait pas la peine d'être étudié de façon scientifique parce que c'était tellement commun. Fait qu'imagine, dans le temps, là, les Romains, dès que tu avais un jardin, tu avais de l'opium dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opium lui-même, c'est pas super hallucinant. Si tu me permets le jeu de mots, c'est que pour l'opium, ce qu'il faut faire, si tu veux avoir des effets, faites pas ça à la maison parce que vous allez vous faire arrêter. Mais tu sais, quand l'espèce de grosse fleur un peu sphérique commence à pousser, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses des stries. Tu donnes des cicatrices à la plante, puis là, la plante, elle a mal, fait qu'elle sécrète une substance pour se protéger. Puis ça fait une espèce de très délicate marque un peu bizarre qui se caramélise de l'extérieur. Puis ce que tu fais, c'est que tu prends ça, puis tu le consommes, tu fais « Ah! » Mais tu peux aussi consommer les graines. Faut-tu vraiment le consommer de cette manière-là? Tu peux mettre ça dans un thé. Il y a... Quand on le mange? Moi, ma préférence, c'est que les gens... Ma préférence, c'est vraiment que les gens fassent le bruit. Là. Il n'y a rien qui, pour moi... J'imagine comme la plante qui se fait... Il faut vraiment que ça soit juteux là, pour que ça arrive là. Mais c'est drôle parce que... Oui. Tu dis le monde, bon, il y avait de l'opium dans leur jardin, puis ils s'en souciaient pas. Mais il y a du monde qui ont de l'acacia, genre, dans leur jardin. Puis si tu dilues ou tu concentres la feuille d'acacia ou whatever, tu peux avoir du DMT. Oui. Ça, là, d'ailleurs, ça fait penser à certains chercheurs que le fameux buisson ardent de Moïse. Des choses sur la drogue, moi, tu te révèles? Oui, on découvre un nouveau pan de toi. J'aime comment tu Je suis pan drogue. Je suis pendu à tes lèvres. C'est pas pire, hein? Pas pire. C'était comme un moment d'intimité. On est comme dans une autre sphère en ce moment. Off camera for 4 minutes. What happened?
Read 7 the full minutes in the interview. closet. Alors, oui. Donc, on disait quoi? Ah oui. L'opium était normal. Non, mais tu me parlais d'acacia. Il y a des chercheurs américains Oui. qui pensent que l'acacia, la présence de DMT dans l'acacia, qui est un arbre biblique, un arbre qui aurait poussé dans les environs de Jérusalem, donc un peu partout, finalement, dans le Levant, où se passe pas mal toute l'action du grand film épique qu'est la Bible de l'Ancien Testament et du Nouveau. Donc, grosso modo, on pense que ça aurait pu nourrir des histoires du genre de Moïse ou quelqu'un d'autre a une vision dans laquelle Dieu se révèle dans un buisson, dans lequel il y a des flammes, puis les flammes lui disent comment l'univers va se passer. Le flaming bush. C'est ça, fait que comme le on dit. flame, donc c'est Ce ça, n'est pas une maladie vénérienne. qui est aussi probablement l'ancêtre de George Bush puis de Papa Bush. Flaming Bush, c'était Papa comme Bush, le premier de la Maman famille. Bush, bébé Bush, flaming bush. Ça, c'était à l'époque héroïque, là. Il y Donc- avait aussi Ferme ta. Ah, il y avait ça aussi. L'arrière-grand-père. Ferme Ouais, ta lui, bouche. ouais, il parlait pas souvent. Non, t'es discret. Ouais, il était discret, mais tu sais, quand il parlait, on s'en rendait compte. Là. Ouais, parce qu'il n'en disait jamais rien. Mais comment tu sais, toi, d'où est-ce que tu as pigé cette information-là? C'est-tu dans le tiroir des choses que À tu as propos de l'acacia? appris, genre, il y a Joe Rogan. 20... Ah, Désolé, ouais. j'écoute Joe Rogan. Joe Rogan. Donc, c'est ça. On a parlé d'opium. De quoi est-ce qu'on n'a pas On parlé n'a pas parlé d'autre? d'acacia à ce point-là, mais... Mais c'est ça, On toi, n'a pas parlé d'opium, mais c'est ça, on parlait de chanvre, puis là, on est rendu à l'opium, puis on a passé par l'acacia. Un autre truc vraiment Une petite bizarre chaleur que dans ton que les gens ont consommé dans l'histoire, ça me fait flabbergasté. J'ai hâte qu'on parle de licher des grenouilles. Ça, ah oui, ça c'est... On s'entend que... Moi, ça me rappelle en 98, là, à Sainte-Foy. J'espère que j'ai pas piqué le micro. Là. C'est sûr que tu as Ouais. piqué l'intérêt d'au moins 2-3 personnes, en plus d'avoir piqué le soundboard, mais ça va être mon chum Jérémy qui va s'en occuper. Bon, merci. Le laudanum, tu sais quoi? C'est un camp retranché romain dans Astérix. Oui. Laudanum, petit bonhomme, Pabaum et l'autre. C'est aussi le nom d'un vin à base d'opium Wow. qui, parce que l'opium contient de la morphine, avait tendance à créer la dépendance. Mais ça, les gens, ils ne savaient pas. Fait que le monde pensait que c'était un médicament, puis le médicament rendait dépendant. Attends, Pense c'est à un exemple moderne. Ça contenait quoi de l'opium? Non. L'odanum, c'est un vin à base d'opium. Ah, L'opium contient la Fait qu'il faisait morphine. mal à la plante, puis après ça, il la mettait dans... Dans le liquide, il Ça restait contenait. les ingrédients actifs de la morphine. Fait que là, imagine, là, tu consommes de la morphine dans ta bière. Ben oui. C'est vraiment comme prendre genre du Tylenol avec un gros bat, puis en plus une bonne bière à 10%. là. C'est comme un stout porteur à l'avoine dans lequel tu as aussi de l'opium et donc de la morphine. Est-ce que t'as... Une est-ce porteur que- endormante. Ça, un vin qui contient de l'opium, c'est un peu comme si tu mangeais un spaghetti qui contient de l'opium. Si je veux te donner un exemple là, pour que tu aies une référence, c'est un peu comme si tu fumais une cigarette qui contient de l'opium. Fait que si je comprends bien, mes exemples sont absolument impeccables. C'est merveilleux. Oui, quoi de mieux pour parler d'un vin que de lui comparer un spaghetti? Donc, il y a des gens très fameux qui ont consommé ça, puis qui étaient accros, là, ils ne pouvaient plus s'en passer. Puis ça rendait léthargique. On pense Ça a pas de à sens. Thomas de Quincy, fameux écrivain britannique, Charles Dickens, Charles Dickens, l'autre- Charles Dican. Charlie qui décantait, Décante. qui décantait avec Charles son Dickens. laudanum. Il parle en fait beaucoup de laudanum, là. Il en laude les mérites. Non, ça c'est un mot anglais, fait que ça n'a Et pas rapport. l'eau de le laudanum. Il se laude un bon verre. Peut-être ça vient de là. Je faisais ça bien loud. Puis Edgar Allan Poe aussi. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Peut-être, tu sais, comme s'il y avait pas, s'il y avait juste bu du vin, Edgar Allan Poe, il aurait vécu un petit peu plus longtemps. S'il y avait- Mhm. Edgar Allan loud Poe, Allan. il a pas fini très tard, lui, là, en bas de Non. 30 ans. Mais c'est parce que Edgar Allan Poe, c'était un soulard notoire. Ouais, j'ai Tellement entendu dire. saoulant qu'il était soulard. Donc, Edgar Allan Poe, en fait, il est mort probablement des suites d'une consommation excessive d'alcool. Il a été Oui. retrouvé littéralement dans une tranchée quelque part, là, dans un creux du village, à quelques Sous kilomètres de la dernière sous fois. la rivière. Oui, exactement. Ah, c'est tout les- est dans tout. Ok, c'est les calembours qui Moi, te je font rire. trouve que ça me fait perdre la tête. Bois une gorgée. Non, non. Excusez. J'arrête. Mon C'est, Dieu, c'est- je suis là, donc je te bien regarde puis je m'assure que je suis safe puis que je peux boire. Sous la rivière.
J'ai résisté à la tentation de recracher ça sur mon laptop, mais bien essayé. Autre substance très bizarre que les gens ont consommée dans le passé, ça nous ramène à l'époque de la bagosse. Est-ce que tu as entendu parler de ça, la bagosse? C'est un mot que je connais et j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, tu le connais pas vraiment? Ben, le mot, oui. Vous êtes pas intime, là. Mais c'est comme, est-ce que tu connais le mot... Strapontin? Rhododendron? Mhm. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ouais, c'est mon ami, il habite à Saint-Paul. Rhodo. Rodo. Dendron. Rhododendron. Ouais, c'est ça, ouais. Rodney O'Dendron. C'est un Irlandais. Rhododendron. Oui, puis comme, ben, Mais justement, c'est c'est un grand fan juste le de... mot, j'ai hâte de savoir ce que c'est. La bagosse. Ça me donne faim. C'est drôle parce que tu me dis bagosse, puis je sais pas pourquoi je pense à galette de sarrasin. Ça mérite d'être investigué. C'est weird, hein? Faisons 8 épisodes là-dessus. Mais la bagosse, c'est quoi? La bagosse, c'est un alcool fait maison. Je pense à la bannique. La Tu bannique. sais, la bannique, le pain amérindien. Ouais, le pain ouais, de Première ouais. Nation, excusez. Le pain d'ici, le pain d'avant des nous. Première Nation, Oui. Ferry, qui faisait frire dans le gras. Ouais, j'ai goûté à ça quand j'étais à Apparemment, Saskatchewan c'est avec Katimavik. Mais la bagosse, c'est pas pantoute la même affaire. La bagosse, c'est moins délicieux. C'est vraiment, par définition, de l'alcool maison de contrebande. Et on en faisait vraiment beaucoup, notamment dans le sud du Québec. N'importe quoi qui est de l'alcool de contrebande, c'est de la bagosse. Pas nécessairement. OK. C'était surtout un nom donné à des spiritueux faits un peu à la va-vite et surtout en faisant référence aux matériaux un peu dangereux qui pouvaient être là-dedans. Fait du moonshine, dans le fond. Moonshine. En fait, c'est notre moonshine. C'est juste que nous, on n'a jamais vraiment été super spécifique. C'était pas mal tout ce qui était un peu fait de façon un peu broche à foin, mais en général, du whisky blanc. Ça, c'était du whisky à base de patates dans des petits décanteurs puis alambics, souvent dans des granges ou dans des cabanes à sucre à côté des frontières américaines. La bagosse pouvait aussi être une excellente liqueur. Assaisonnée et aromatisée aux petits fruits des champs, par exemple dans les îles de la Madeleine, puis en Acadie, la bagosse faisait référence en fait à quelque chose qui était vraiment une institution, qui était vraiment la façon locale d'aromatiser un alcool, puis c'était quand même pas mal moins dangereux que le genre de bagosse qu'on a vu au début du 20e siècle aux lignes américaines, dans lequel... Aveuglante bagosse. Comment? Qui rendait aveugle, mettons. Ouais, ce genre de... En fait, le meilleur exemple que je peux te donner de bagosse, c'est l'alcool de robine. Tu sais quoi, l'alcool? La robine. Tu sais, sentir la robine, ça vient d'où? C'est pas l'alcool de friction? C'est du rubbing alcohol. Rubbing. Ah ouais, OK. Parce que... C'est comme la bécosse, la backhouse. La robine, la robin. Moi, au début, je pensais ça, la bagosse, je pensais que c'était back of the house. Mais non, bagosse, ça vient d'une espèce de vieux terme espagnol qui a été amené, appliqué pour les alcools d'ici. Okay. La bagossa. C'est vrai? Je suis devenu vraiment grand en disant ça. Hein. On dirait que on est vraiment beaucoup d'appropriation à ça. Oui, je me suis approprié la voix d'une personne quelque part, genre à Barcelone. Barcelone. La bagossa. Voilà. Ah. C'était sexy, par exemple. Et c'est vraiment la bagossa? Non, pas en tout. Pas du tout. C'est genre, c'est un composé latin quelconque à une période X. Et puis, rubbing alcohol, c'est la robine. Voici ce que les gens un peu pauvres faisaient dans le temps, puis pourquoi l'alcool de robine, sentir la robine, s'associe à la pauvreté. C'est que comme l'alcool était cher, en tout cas l'alcool légal, on achetait du savon à barbe, soit sous forme de crème ou liquide. Sous forme de crème, on le faisait un peu fondre en le faisant chauffer, puis là, c'était absolument dégueulasse. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait passer ça à travers un pain. Puis c'est le liquide qui avait passé à travers le pain qui était sorti, parce que ça avait été plus ou moins filtré. Comment les gens ont appris à faire ça? La force du désespoir, mon ami. Puis en plus, il y a genre 1000 crises économiques. Au Québec, on a comme trop de population par rapport aux terres qui sont disponibles. Fait que là, on n'ouvre plus de terres. Les seules terres qu'on ouvre, c'est des terres à roches. Puis il manque d'emplois un peu partout. Montréal est plein de gens qui viennent d'un peu partout. Puis il manque de travail. Fait qu'il y a genre entre 500 000 à 1 million de Canadiens français, ou en tout cas de Canadiens d'Amérique du Nord qui parlent français, qui se retrouvent en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Pour le temps d'une job. Ouais, c'est comme ça que ça se passait. Mon grand-père, moi-même, il est né au Maine. J'ai toujours pas parlé de ma bière. C'est vrai. Dans le monde de la voix. Ça, c'est pas une parenthèse qu'on avait ouverte il y a genre 40 minutes. Donc, c'est une bière de l'avant-garde. Rafraîchissante, tel un soleil brûlant, tel une supernova éclatante.
c'est la première fois, je pense, qu'une bière anglaise a été décrite ainsi. Donc, John Vaillancourt marque l'histoire avec sa description intimiste d'une bière d'avant-garde. Ça, d'ailleurs, ça va être ton prochain contrat de publicité avec eux. Hein? Ben oui. Ce qui est le plus hallucinant, côté boisson dans l'histoire, c'est vraiment ce que les Grecs buvaient. À la base, leur vin était plus faible, puis en plus, il était coupé par de l'eau. Fait qu'imagine 3 verres de vin à 7 coupé à 70 d'eau, tu t'en vas pas virer une brosse avec ça. Par contre, quand tu ajoutes des choses comme de la morelle noire, du jusquiam et de la belladone et de la mandragore, là, tout d'un coup, tu as un méchant cocktail psychédélique. Okay. Alors, quand les Grecs se retrouvaient ensemble pour faire un espèce de petit parler, un espèce de petit parler. Un parley. C'est une expression toute britannique pour demander une trêve dans une guerre. Parler, oui, c'est ça. Hein? Alors, quand les Grecs voulaient parler, ils consommaient souvent, en fait, presque exclusivement, des vins qui étaient épicés un peu à quelque chose d'un peu bizarre. Il est possible que l'émergence de la démocratie soit directement liée à des conversations de gens qui sont littéralement en train de faire un bad trip hallucinogène dans lequel ils sont rentrés dans 8 autres pans imprévus de la pensée humaine. On pense notamment à la République de Platon. Il y a Platon, dans sa République, une espèce de grand monument littéraire dans lequel plein de personnes font de la spéculation. Ça fait référence à un party auquel lui-même il a assisté, le fameux symposium. Ça, c'est des gens qui se packent la face de façon chronométrée comme par un métronome avec ce vin-là qui était souvent un petit peu épicé par toutes sortes de drôles de substances. Grec. Je pense que il y a à peu près plus de pays dans le monde dans lequel tu peux faire de la vraie. Puis la vraie, c'est fait avec de l'armoise. L'armoise, c'est une plante qui était connue de l'Antiquité. C'est associé à Artémis. Elle aurait donné ça à quelqu'un pour l'aider à panser des plaies. Ce qui est fascinant. Ça se conserve où? L'armoise? dans l'armoire. J'ai même pas eu besoin de le dire. C'est dommage que tu prenais pas une bouchée, une gorgée. J'essaie une gorgée, une bouchée de pain liquide. Ben, je commence à avoir peur. Là. je me tiens sagement là, dans mon coin. Alors, ouais, c'est ça. C'est parce que l'ingrédient actif, il est psychotrope, donc tu peux avoir des espèces d'hallucinations assez sérieuses. Mais c'était pas la raison pour laquelle l'absinthe a été rendue illégale. C'est parce que c'était un maudit alcool à plus que 60 Fait que le monde y virait accro comme ça se peut pas. Puis, là, il y a un problème. Fin de siècle en France, quand je dis fin de siècle, je parle toujours du 9e siècle. Écoute, en France, dans les années 1860-70, il y a le phylloxéra. C'est une espèce de parasite qui s'en va manger toutes les racines de vigne. Fait que le monde n'achète plus de vin parce qu'il n'y en a plus. Fait que tout le monde se tourne, en tout cas tous ceux qui ont les moyens, tout le monde se tourne vers l'armoise, en tout cas vers l'absinthe. Tout le monde se trouve vers l'armoise et l'ouvre. C'est pas pour découvrir l'absinthe. Voilà. Donc, on sort du placard, puis on commence à révéler comme ça notre esprit de spiritueux. Et puis, c'est très drôle parce que l'élite culturelle et intellectuelle de l'époque, tout le monde boit de l'absinthe, là, ça n'a pas d'allure. Il y a Toulouse-Lautrec qui s'en shoot dans les veines. Ça, c'est un peintre ou un artiste. En tout cas, il est important, puis il y a un nom. Oui, OK. Je l'ai pas... J'ai vu Moulin Rouge, je sais qui. Non, j'ai vu aussi le film sur Toulouse-Lautrec. C'était un peintre, c'est celui qui dessinait les affiches du Moulin Rouge. Ah! Il dessinait des célèbres, il a dessiné de célèbres affiches publicitaires. Pendant un bout, je pensais qu'il était... dans son atelier. Je sais même pas si c'est publicitaire, mais en tout cas, pour le Moulin Rouge, il dessinait avec les femmes de petite vertu. Ils étaient mais de grand cœur. Voilà. De cette époque. Voilà, oui, c'est sûr. C'était tout petit, mais apparemment, il t'en avait toute une. Ah! D'accord. Tout un pinceau. Voilà. Il savait colorer large. Oui, il avait toute une palette. Excellent. Cette liqueur, après l'invasion d'Algérie, qui a été une véritable boucherie, quand la France est allée chercher l'Algérie et dire que c'était à eux, ça a été plutôt violent. Et puis, c'est les soldats français qui étaient allés se battre là-bas, qui, en revenant chez eux, avaient contribué vraiment à populariser la fameuse... liqueur d'armoise. Ouais. À chaque fois que je vais dire ça, maintenant, je vais penser au mot armoire. C'est très difficile. Il paraît que ça ouvrait les portes de l'esprit.
J'avais peur, N'importe j'avais quoi. vraiment peur que tu C'est dises. terrible, man. J'avais vraiment peur. C'est peut-être le moment de se dire qu'on a fait un bon travail, qu'on a fait un beau survol un peu, un peu hallucinant, à grands coups de carambour, mais surtout à Et de grands coups de bon. carambar. C'était carambolesque. Carambolesque? Rocambolesque. En tout cas, il y a eu 2-3 carambolages, ça c'est Oui. sûr. Voilà. Oui. Mais John, dis-moi, où est-ce qu'on va te trouver, toi, dans les prochains mois? Dans quoi vas-tu les prochains te mois? produire ou te Oh my reproduire? God, je suis dans les bars sans arrêt. Tout le temps dans les bars? Oui, mais pas juste pour boire. D'accord. Je suis. C'est drôle parce que ce soir, tu t'en viens voir à la petite grenouille. Certainement. Ah, D'ailleurs, on merci. enregistre le podcast à Gatineau, Oui. parce que John est de passage pour le temps d'une bière ou deux. Aujourd'hui, ça tombe assez bien. J'y retournerai peut-être un jour. Mhm. Je m'en vais au gang show. C'est drôle. Ça prend combien de temps que tu fais sortir ton podcast? Ça, 2-3 semaines. OK. Là, je m'en vais faire le gang show mercredi. Je fais moi le coco du gang show. Mhm. Puis il l'enregistre live, tu sais. Les gens qui sont sur Patreon peuvent l'écouter le jour même, mais ça prend du temps avant que ça sorte. Fait que probablement que quand ce podcast-là va sortir, il va encore rester du temps avant que je reçois sur le gang show. Mais là, j'en ai fait un en juin, peut-être qu'il va sortir bientôt. Puis aussi, je suis booké. Je suis pas booké sans arrêt, mais c'est comme j'ai du booking jusqu'en janvier. Là. Si t'étais un site Mais internet qui c'est s'appelle genre une booking.com, fois tes par chambres mois. seraient pleines. Comment? Si t'étais un site internet qui s'appelle booking.com, Ouais, tes chambres seraient pleines. Ça serait comme genre inutile d'aller sur booking.com. Ça serait saturé. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, mais j'ai comme un show de temps en temps. Là, j'en ai un demain, je suis à Québec. Ça sert à rien parce que c'est dans 2-3 semaines. Je m'en vais. Je fais comme une tournée avec Blague au bar, puis j'ai pas mes dates. OK, super. C'est Blague au bar, c'est Kevin Larose et son ami. Je me souviens plus du nom. Je suis désolé. J'ai aucune mémoire des noms. Qui fait ça. C'est un concours pendant l'année. Ils font toutes les 2 semaines, mois. Ils font un concours d'humoristes. Puis comme le gagnant se ramasse en finale. Le public vote dans la salle. Puis là, les gagnants de toutes les finales, il doit y avoir un grand gagnant à un moment donné. Puis après ça, ils partent en tournée. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas le faire. Fait que là, il m'a demandé de remplacer. Fait qu'il y a 2-3 salles. on est supposé aller au foutoir. Ah, ça, c'est bon. En novembre. On était supposé y aller en septembre. C'était supposé être le 21, mais ça a été reporté en novembre. On s'en va à l'Opale. Puis je me rappelle pas dans quelle ville. Ça va dans l'Opale. Il y a beaucoup de mystérieux. L'Opale, ça sonnait tellement comme un club Très mystérieux. Oui, c'est effectivement. Oh, l'orage. Oui. L'Opale. Oui, surtout quand tu le dis à l'oral. Oui. Voilà. Quand tu n'en parles. Quand on en parle, on parle. John Vaillancourt, tout le monde! C'est bonne soirée. Hey, ça finit sur la meilleure joke. Punch out! Hey, merci d'être venu à Gatineau. Ça m'a fait plaisir. Dans les prochaines... J'espère qu'on a fait quelque chose de pertinent. On a fait quelque chose de pertinent. pertinent. Mais en fait, les moments où c'est pas pertinent, c'était impertinent. Puis ça a sa propre pertinence. Puis aussi, hey, je suis sur Instagram, Jonathan Vaillancourt 1. Un? Oui. Ah, Ça d'accord. fait longtemps que je suis sur Instagram, mais j'y vais jamais. Puis là, j'essaie de plus en plus de publier des affaires. Puis là, je vais publier des vidéos, là, je vous jure. Écoute, c'est pas juste un John Vaillancourt, c'est John Vaillancourt 1. Hein? Moi, je vais le dire, là, hein, un point final. Donc, pour les gens qui aiment notre contenu, qui se sont rendus jusqu'ici, qui ont survécu à nos intempérances et à nos moultes détours pour le temps d'une bière, abonnez-vous, likez-nous, parlez de nous, écrivez-nous, suggérez-nous des commentaires, écrivez-nous des suggestions et surtout, continuez de nous écouter. On vous aime bien. On est content de vous avoir parmi notre communauté. Likez-nous encore une fois et surtout, retrouvons-nous pour le temps d'une bière. Vous n'êtes pas obligé de boire de la bière et vous pouvez nous des écouter. grenouilles. Effectivement, s'il y a une grande leçon que cet épisode nous a dit, c'est que pour le temps d'une bière, vous pouvez faire exactement ce qui vous plaît. Aucune nécessité de consommer de la bière. Léger des grenouilles est tout aussi accepté. Avant-garde. Avant-garde.